est 19 h. Bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette édition, menace sur les courses de Noël. À une semaine du réveillon, le rideau de 4 carrefours de Tahiti risque de rester baissé. Un préavis de grève a été déposé demandant une revalorisation salariale et le paiement du 13e mois en temps et en heure. Elle circule moins à Tahiti mais se propage à vitesse grand V dans l'archipel des îles sous le vent. La Covid a pris ses aises au Raromatei avec pas moins de 88 cas. La location de biens immobiliers encadrés, objectif visé, réglementer une pratique très en vogue et faire rentrer plus de taxes. Redonner la liberté d'entreprendre aux commerçants, c'est le vœu formulé par le président de l'association Pape Été Centre-Ville qui organise une nocturne pour consommer local au lieu d'acheter sur Internet. Nous retrouverons Dani Damadia en direct de la capitale. Hiro Achoy sur les traces de Francis Cowan, le premier à avoir rallié la Nouvelle-Zélande en 71 jours sans instrument et avec la seule guidance des étoiles sur une pirogue traditionnelle. Les personnels de 4 carrefours cesseront peut-être de travailler. Ils ont manifesté leur droit de faire grève par la voie de l'intersyndicale CSIP au Oued-Ouerima. 16 points de revendication au total, dont celui de la réalisation d'un audit financier afin de déterminer une meilleure répartition des richesses. À ce jour, aucune rencontre avec la direction n'est arrêtée. Nicolas Suire, Marcel Bonneau. Cet après-midi, l'intersyndicale s'est réunie au grand complet avec les délégués syndicaux centraux et locaux. Ce mouvement aurait commencé à cause d'un retard de versement du 13e mois. Au début, c'était le 5 décembre. Ensuite, ça a été le 8, 11. Après, ils ont dit au plus tard le 18. C'était tout simplement à cause du 13e mois que ça a démarré cette demande de préavis de grève. Et du coup, les autres points aussi sont justifiés, non ? Oui, ils sont justifiés, mais je pense que si elle avait respecté le dépôt du 13e mois, je ne pense pas qu'on va en arriver là. Un 13e mois pour faire les courses et aussi pour passer de bonnes fêtes. Mais le premier point avancé sur les 16 est la demande d'un audit financier. Les salariés estiment que les augmentations qu'ils ont perçues sont insuffisantes. Comme il y a beaucoup d'immeubles qui se montent, beaucoup de bâtiments qui sont en train d'agrandir, et dès qu'on a commencé à demander quelque chose, non, c'est pas possible. C'est toujours pas possible. Les augmentations, c'est très difficile et tout le reste suit. Les délégués syndicaux estiment que les accords d'entreprise acquis jusqu'à présent sont en train d'être rongés petit à petit et ils ne le veulent pas. Pour l'heure, une rencontre unique a eu lieu avec la direction de Carrefour Punaouia. Elle n'a débouché sur aucune avancée. On ne veut plus discuter avec les directeurs. C'est directement à Nancy. Moi, c'est clair. Avec les directeurs, ah non, je vais voir là-haut. Je vais voir Nancy, je vais voir là déjà. Ça suffit de nous envoyer, de nous balader. À chaque fois, c'est comme ça. C'est directement à Nancy. Elle me dit non, c'est non. Elle nous dit non, c'est oui, ça, c'est clair. Il y a un protocole, on signe, voilà. Pour Carrefour Faha, le point principal des revendications serait le harcèlement du directeur envers ses employés. Nancy Van, la directrice du groupe, n'a pas souhaité nous rencontrer aujourd'hui. Santé avec la barre des 100 victimes franchies pour la Covid. 103 exactement, avec 56 hospitalisations en cours. Ce sont 64 nouveaux cas qui sont venus grossir les cas cumulés, un chiffre qui se monte à 16 182 depuis le 13 mars dernier. Si l'épidémie faiblit sur les îles du Vent, les îles plus éloignées sont aujourd'hui exposées à une recrudescence de cas. Trafic aérien et maritime important en sont la cause. Exemple à Bora Bora qui recense 68 cas ou à Raiatea, capitale administrative des îles sous le vent, qui enregistre 19 cas positifs. Le point sur la situation du Covid dans cet archipel avec Caroline Fary et nos correspondants. Progression inquiétante à Raiatea, 19 cas sur l'île, dont 7 sur Utoroa. Les personnes contaminées ont, comme Judex, contracté la maladie au retour d'un voyage sur Tahiti. Ça s'est déclaré une semaine après seulement. Et c'était un lundi d'ailleurs où je ne me sentais pas très bien. Je suis allé voir un tenté privé qui m'a tout de suite fait partir aux urgences. Et j'ai été retenu 3 jours aux urgences. La municipalité a mis en place une salle dédiée à l'isolement des personnes positives. Le maire en appelle à la responsabilité de sa population. Les chiffres étaient tombés. On était tombé jusqu'à 1 et on est remonté jusqu'à 12 d'un coup.
Et c'était des personnes qui étaient parties en voyage, enfin en visite à Tahiti, qui sont revenues Covidées. Alors je demande à la population d'avoir la plus grande prudence et de continuer à se confiner. À Taha, voisine de l'île sacrée, la peur gagne les habitants. Les autorités se déclarent prêtes à affronter l'épidémie, même si aucun cas n'est déclaré à ce jour sur l'île Vanille. Ça me fait peur, surtout qu'on a un certain âge. Tu vois, comme on dit qu'il n'y a que les matahiapo, il faut faire attention à nos matahiapo, tout ça. Eh bien, comme moi, je fais partie de ce milieu-là, eh bien, ça fait peur. Aujourd'hui, nous avons 0 cas. J'espère que ça va continuer. Et je tiens déjà à dire à ma population, par rapport à cette maladie, continuez. Prenez soin de vos matahiapo et de toutes les personnes qui vous entourent. Quant à Bora Bora, exposé à un tourisme de masse, 68 cas sont identifiés positifs. La visite de la plateforme Covid a permis à la municipalité d'organiser une prévention sur les lieux publics, mais le problème demeure dans la sphère privée. C'est souvent des choses qui se passent dans les foyers et dans les familles, parce qu'apparemment sur les lieux publics, dans les magasins, les gens respectent les mesures barrières et les gestes barrières. À n'en pas douter, les habitants des îles redoubleront de prudence à la veille des fêtes de fin d'année. Il y en a peut-être qui sont à l'écoute, il y en a d'autres peut-être que pas. Mais après, c'est à nous, population de Bora Bora, de faire un effort et d'être responsables aussi. Moi, je pense que c'est les gens de Ronfignois qui sont Théo, qui ne veulent pas écouter. Mais maman, et éviter de parce que là, c'est pas eu de passer à Noël à la maison. Intéressons-nous à présent à un secteur d'économie devenu très important, celui de la location immobilière de courte durée. Un parc comprenant entre 600 et 1000 logements. Mais cette activité n'est que très peu encadrée. Une loi de pays adoptée mardi dernier à l'Assemblée complète le texte de 2008 et va permettre au pays de mieux structurer ce secteur et de lui rendre sa vocation première, la complémentarité avec les pensions de famille et non sa concurrence. Brigitte Olivier, Mirko Banfo. S'il y a bien un secteur du tourisme en croissance exponentielle, c'est celui des locations de courte durée, ou plus exactement des meublés de tourisme. Mais le texte de 2008 qui encadrait cette activité ne correspondait plus à la réalité du terrain. Beaucoup de propriétaires se sont mis à louer leurs biens sans forcément déclarer leur activité. On estime que le nombre des meublés du studio à la villa de luxe oscille entre 600 et 1000 en Polynésie, avec une concentration à Tahiti et Moorea. Le coût des patentes, pourtant très bas, n'est même pas payé par tous. Il était urgent de réformer tout cela. C'est le sens du texte adopté la semaine passée et il s'applique à tous. Cette loi de pays vient mieux encadrer les meublés du tourisme, les locations saisonnières, avec vraiment une obligation de déclaration, un numéro d'enregistrement qui s'applique non seulement aux propriétaires du meublé, mais également aux plateformes de vente que sont Airbnb, Booking.com, toutes les plateformes de vente que nous connaissons. Ici, nous sommes dans une agence immobilière qui gère 35 meublés de tourisme. Et la directrice se félicite que le texte prévoit des amendes pour les propriétaires indélicats qui ne s'acquittent ni des patentes ni des taxes de séjour. Elles sont pourtant minimes comparées à d'autres pays. 25 000 francs par an pour un rendement de moins de 2 millions annuels, 45 000 pour un rendement compris entre 2 et 5 millions annuels. Au-dessus, c'est un calcul effectué selon d'autres critères. Tenter d'y échapper agace les professionnels. Quand on fait du business, et donc une activité commerciale, on se doit de redonner à la collectivité. Et aujourd'hui, l'impôt forfaitaire qui est imposé en dessous de 5 millions de chiffre d'affaires est finalement dérisoire et qu'il est tout à fait possible de faire de l'argent malgré le fait de payer des impôts. Quant à la taxe de séjour qui est versée aux communes pour les aménagements touristiques, elle est effectivement très basse. 50 francs par nuit et par voyageur, sauf à Moorea où elle est de 60 francs. Mais ces montants vont eux aussi changer pour se mettre en adéquation avec les besoins réels de développement. Autre sujet, effectivement, lié à cette réforme de la réglementation en matière d'hébergement touristique, c'est une refonte globale de la fiscalité du tourisme, parce qu'effectivement, il y a une activité commerciale, il y a des revenus supplémentaires qui vont vers ces propriétaires, donc il est normal qu'il y ait également une équité face à la fiscalité.
En attendant, les propriétaires doivent maintenant se plier à une double déclaration auprès de la mairie et du ministère du Tourisme, sous peine de sanctions administratives, désormais inscrites dans la loi. Économie toujours, malgré le contexte sanitaire, les commerçants de Papeete ont maintenu les animations de Noël comme la nocturne qui a lieu en ce moment même dans la capitale. Remise, offre jusqu'à 20h, le tout pour consommer local au lieu d'acheter sur Internet. Une action pour redonner la liberté d'entreprendre en cette période creuse pour tous les commerçants. Et Dana, bonsoir, vous êtes le président de l'association Papeete Centre-Ville. Quel impact le e-commerce a-t-il eu sur l'activité commerciale ? Bonjour à tous, merci pour cette opportunité. Effectivement, l'impact est important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a prévu de faire une nocturne ce soir dans le centre-ville de Papeete. Bienvenue dans le centre-ville de Papeete, jusqu'à 18h. Donc oui, le e-commerce, c'est important ici au Fénois, mais on a mis en œuvre avec la CCISM la campagne qui s'appelle « J'achète au Fénois pour Noël ». Et c'est important de parler de ça pour « J'achète au Fénois » et j'évite d'acheter sur Internet à l'étranger. Ouais, on est d'accord que sur les 300 commerçants qui sont actuellement ouverts, 15 ont baissé le rideau. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il ? Écoute, c'est une ambiance un peu anxieuse pour les commerçants. Mais nous, Papeete Centre-Ville, l'association Papeete Centre-Ville, a organisé cette nocturne aujourd'hui jusqu'à 20h. On n'a pas réussi à faire ce grand marché de Noël qu'on connaît tous les ans. Effectivement, on a vécu quand même un mois de fermeture au mois de mars. Ça a été très compliqué. Cette année 2020 a été très particulière pour nous, les commerçants de Centre-Ville de Papeete. Et on met tout en œuvre justement pour rester positif, les soutenir. Il y a déjà des commerces qui ont fermé leur rideau et il faut être conscient de ça. Mais on espère vraiment compter sur la population pour prendre conscience que c'est important de consommer ici au Fénois pour l'économie locale et aussi pour conserver nos emplois, c'est important. Alors justement, avec ces dépôts de bilan, est-ce que vous avez mesuré une perte de confiance dans l'avenir ? Alors, il y a effectivement une perte de confiance, il faut quand même le dire, mais on reste assez confiant, justement. On est vraiment dans un esprit positif. L'année 2021 va être meilleure, mais effectivement, il y a eu de la casse avec cette situation sanitaire. On a mis tout en œuvre, nous, association Papeete Centre-Ville, pour rester dans un esprit positif, même si c'est compliqué, il faut le dire, pour les commerçants. Cette année, ça a été vraiment très dur. Alors, c'est une cassure qui a été légèrement amortie, et notamment par des aides du pays qui ont été accordées. Alors, la question qui m'intéresse, c'est quelle a été la prise en charge psychologique, surtout ? C'est une très bonne question, merci pour cette question. La prise en charge psychologique des commerçants, c'est pour moi le plus important. Avec les réunions qu'on a fait avec les commerçants de Papeete, il y a des prises en charge financières qui sont très importantes, mais il faut savoir que le commerçant déjà tient son commerce très souvent seul et a du mal à demander de l'aide, et c'est vrai qu'une souffrance psychologique se fait ressentir, une ambiance anxieuse, et il faut un soutien psychologique avant même de parler de l'aspect financier qui est évidemment important, mais la psychologie des commerçants est vraiment très compliquée, mais on est là pour les soutenir dans le positif. Dana, merci infiniment d'être intervenue dans ce journal ce soir. Je rappelle que la nocturne a lieu jusqu'à 20h, donc vous avez encore à peu près une quarantaine de minutes pour vous rendre sur place. Merci Dani. Voilà. Et dans la vallée de Putiauru, c'est un Noël connecté et qui remplace le traditionnel Noël des solidarités organisé par la Direction des Affaires sociales et de la condition féminine en charge de l'exclusion. Pas de parc Paufei pour les 2000 enfants concernés, mais une salle où ils ont assisté à un spectacle offert par des artistes locaux comme Teiva Else, Nuhur Ei, Tentia, John Mezenzes, ou bien encore des troupes de danse. Christian Jonc, responsable de la circonscription de Papeete, explique comment les familles ont été sélectionnées au micro de Mirko Banfo. Il y a 50 familles qui ont été sélectionnées, qui ont été choisies par les travailleurs sociaux du fait de des efforts qu'ils ont faits. Les enfants ont bien travaillé à l'école, les parents sont bien occupés de leurs enfants, donc c'est au mérite qu'on les a choisis. Parce qu'on n'avait que 50 familles qu'on pouvait inviter. Et les 50 familles se succéderont toute la journée par groupe de 5 familles pour une demi-heure et vont savourer le spectacle de danse et de chant.
Et face aux conséquences économiques de la Covid-19, certains ont perdu leur emploi, certains ont donc décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en faisant appel au microcrédit. Depuis 2009, l'ADI vient en aide à ces entrepreneurs. 11 agences réparties sur l'ensemble de la Polynésie, dont une aux Australes. Le siège est basé à Tubuai et tous les 2 mois, une tournée est organisée pour aller à la rencontre de nouveaux clients, mais aussi pour s'assurer du bon recouvrement des échéances bancaires. La responsable Miriama Tamaku effectuait sa dernière tournée de l'année à Rurutu. Elle est au micro de Heiaparau Tokoragi. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont été bloquées justement parce que les banques ne pouvaient pas le suivre dans leur projet. Et donc finalement, l'ADI est là justement pour débloquer ces situations, pour justement leur permettre de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et nos plus gros clients, ce sont des agriculteurs, des pêcheurs, et pour Rurutu, c'est surtout l'artisanat. Et à Nukuhiva, on a parlé accidents domestiques au Whare Tamaha, aussi au national. Ils sont à l'origine de 20 000 décès par an. En Polynésie, on ne dispose pas de chiffres précis. Seule indication, ces accidents courants constituent une véritable problématique de santé publique. Fort de ce constat, la Maison de l'enfance de Nukuhiva a organisé une matinée informative, ludique et interactive à destination de la population. Cathy Rosier, agent de la cellule de promotion de la santé aux Marquises, et Kadae Kiran, enfant de Nukuhiva, répondent au micro de Marie Curva. On a des tables géantes et des fers à repasser géants. Et à quoi ça sert tout ça? C'est montrer les dangers de la vie et à voir ce qu'on a vu depuis qu'on est bébé la tête. Cela nous a vraiment constitué un mobilier surdimensionné pour que les parents vivent le quotidien d'un enfant de 2 ans et il se rendra compte alors des réels dangers encourus pour son enfant dans une maison qui n'est pas adaptée à celui-ci. Un mot pour signaler cette exposition qui se tiendra au Vanira Lodge sur la presqu'île de Tahiti. L'artiste Sylvie Couraud invite à réaliser des compositions artistiques éphémères appelées des mandalas, une initiation qui aura lieu tout le long de ce week-end. Voilà, une composition du 19 au 23 décembre. Culture. En 1986, Francis Cowan a reconstitué la première pirogue polynésienne baptisée Hawaikinui. Grâce à elle, ce navigateur polynésien s'est rendu jusqu'en Nouvelle-Zélande en 71 jours, sans instrument et avec la seule guidance des étoiles. En 2017, son filleul, Hiroa Choi, se lance dans cette aventure. Il a reconstruit et rénové entièrement une pirogue traditionnelle. Depuis 2019, il vogue dans les eaux polynésiennes afin de partager sa passion. Rencontre avec Kaline Yenar et Arihoe Tef Afana. Le sang du Pou, celui de nos ancêtres. Hiro cherche à faire revivre les traditions polynésiennes à travers le Va'a. Cette pirogue à double balancier qu'il a reconstruite, rénovée et baptisée Tohora no Hawaikinui. 2 ans, 2 amis, beaucoup de réflexions et des moments de doute, Hiro s'est investi corps et âme pour redonner vie à la navigation ancestrale. Quand tu fais ton 1, tu penses à ces vents-là, tu penses à la tempête, tu dois penser à comme si tu étais sur l'eau. Et dans les conditions les plus hautes, ça au moins, tu sais, tu vas taper à ton waka va taper et les gens qui sont dessus sont safe. Et taper à tout. Pour protéger le voyage, Hiro a repris les sculptures originelles de la pirogue de son parrain Francis Cowan. L'objectif pour le passionné, conserver les traditions, mais surtout les partager, pour que la jeunesse polynésienne se réapproprie son patrimoine. C'est un peu ça le but de tout ça, de montrer aux gens, sinon moi je vais garder pour moi les copains, ça me va très bien, mais moi on m'a partagé déjà à moi. C'est mon devoir aussi de continuer ça, dans cet esprit-là, partager le. Depuis plus d'1 an, Hiro fait découvrir sa passion de la navigation à ses amis. C'est inexplicable, c'est la meilleure chose. On n'a pas eu une bonne année en 2020, hein? Un peu difficile avec le corona, là, mais franchement, là, clôturer cette fin d'année
la pirogue à un cœur, aller jusqu'à Moria une première fois, c'est la plus belle chose que j'ai faite en 2020. Hiro rêve de relier les îles polynésiennes. En toute humilité, il espère pouvoir inspirer la jeunesse à suivre cette voie, celle de la navigation en toute liberté. Et ce rappel du JRCC concernant les sorties en mer, les enregistrements des balises sur les bases de données COSPAS est obligatoire, ainsi que la déclaration de partance et de disposer de moyens de communication tels que radio, VHF, MHF, téléphone satellite. Cela permettra d'éviter des interventions de sauvetage comme le 13 décembre dernier sur une embarcation en panne de moteur entre Tianga et Makemo avec 5 personnes à bord. C'est sur cette dernière information que se referme ce journal dont je vous rappelle la principale information. Menace sur les courses de Noël. À une semaine du réveillon, le rideau de 4 carrefours de Tahiti risque de rester baissé. Un préavis de grève a été déposé demandant une revalorisation salariale et le paiement du 13e mois en temps et en heure. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet